Ah, c'est une mini-conférence. J'ai même des notes. Ok. J'ai grandi dans un petit village au sud de Metz, à Rémilly. Enfin, un petit village de à peu près 1500 habitants, donc quand même doté d'une gare, d'un collège, d'une salle polyvalente et d'un supermarché. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'ai déménagé donc à Metz, dans le centre de la ville. Donc c'était un total changement de décor, puisqu'évidemment, j'habitais. Enfin, je suis passée en fait d'un horrible collège en préfabriqué dans lequel j'ai habité pendant les premières années de ma vie, à un magnifique bâtiment en pierre de taille, patrimonial, qui faisait la fierté de toute notre famille à l'époque. On était très heureux d'habiter enfin dans un bel endroit. Mais indépendamment de ça, c'était complètement autre chose puisque je quittais voilà, une zone super rurale où il n'y avait pas grand-chose à faire pour une ville enfin, voilà, commerçante avec une forte culture, ouais, une forte vie culturelle. Et je suis restée quelques années. À l'âge de 17 ans, je suis partie faire mes études et là, j'ai rejoint la encore plus grande ville puisque j'ai commencé à vivre en banlieue parisienne, puis dans Paris et ensuite à Lyon. Voilà, donc mes origines, en tout cas, c'est vraiment la Moselle et pas tellement la zone minière, mais plutôt les zones agricoles et commerçantes, disons, de de ce département, quoi, auquel je suis toujours très attachée. Voilà. Moi, je m'intéresse, c'est vrai, beaucoup à la question de la science-fiction, à l'anticipation. C'est pas la chose peut-être la plus évidente dans votre travail quand on s'y plonge de manière superficielle, mais j'ai commencé par me dire que peut-être, enfin, si on peut pas vous qualifier vous deux d'explorateurs de l'espace, je sais pas qui on peut qualifier comme ça. Une grande partie de votre travail consiste quand même à explorer des espaces bon, sur le territoire français, pas par-delà l'atmosphère terrestre, mais quand même, il y a cette dimension d'exploration qui est très présente, je trouve. Et puis, il y a quand même, du coup, j'ai un peu regardé, j'ai repris les bouquins, j'ai un peu retraîné sur le site de l'ARN, et c'est vrai qu'il y a quand même, il y a des traces d'anticipation, il y a des traces de science-fiction par-ci, par-là, auxquelles je suis assez attachée, je dois dire. Alors, dans le volume 4, j'ai retrouvé évidemment les Tours Eiffel. Les Tours Eiffel de la campagne française d'aujourd'hui, c'est évidemment pas la modernité triomphante de Gustave Eiffel à la fin du 19e siècle, mais quand même, il y a quelque chose qui reste. Et puis, il y a cette question de la géométrie publique franchement, qui est une de mes catégories préférées, je crois, dans la RN. Il y a quelques années, il y a quelques années, il y a déjà presque 15 ans, on avait fait une exposition à laquelle Eric avait participé à la salle de bain à Lyon qui s'appelait La Diagonale du vide. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'avais essayé de superposer cette idée de la science-fiction à celle du territoire français, avec l'idée qu'il y avait une sorte de Twilight Zone en plein milieu du pays où il pouvait se passer peut-être des choses euh, ouais, bizarres, je sais pas. Aujourd'hui, peut-être je le referai pas parce que c'est un peu folklorisant de considérer toute une zone du territoire comme un endroit fictionnel. C'est pas du tout un endroit fictionnel, c'est un endroit qui a ouais, une vie bien, bien réelle. Et puis, je crois que heureusement pour moi et pour les gens avec qui je travaille, donc des étudiants en art, des étudiantes, mais aussi des artistes avec qui je fais des expositions, heureusement pour tout ce monde, je ne m'intéresse pas qu'à l'anticipation, à la science-fiction. J'ai une approche, disons, enfin j'espère en tout cas un peu éclectique de l'art aussi. Oui, enfin, cette idée d'accueillir des pratiques différentes, elle est importante aussi dans mon travail. Donc, c'est à ce titre-là, en fait, je me suis demandé pourquoi je m'intéressais à l'ARN. Alors, j'ai toute une liste de points. La première, c'est une raison conceptuelle. Bah, en fait, il y a une démesure totale dans ce projet, donc évidemment, c'est fascinant. Enfin, je pense qu'il y a une pointe de jalousie. Je crois que j'adorerais pouvoir moi aussi parcourir le territoire français avec vous, même si j'imagine que c'est pas facile au quotidien. Mais voilà, il y a cette démesure et cette folie vraiment dans le concept même du projet qui m'a toujours ouais, fasciné, sidéré, énormément plu en fait. Ensuite, je crois qu'il y a une raison sentimentale. Je me rends compte que, évidemment, quand je me replonge de temps en temps, voilà, je me dis, tiens, si j'allais dans la RN, la première chose que je fais à chaque fois, c'est d'aller dans les endroits où j'ai grandi. Donc, je vais évidemment dans le pays messin et puis je vais
Là, je suis retournée il y a quelques jours dans le Montpelliérais, en quête, voilà, de paysages que je pourrais reconnaître ou d'architecture qui évoquerait des souvenirs. Donc il y a vraiment cet attachement en fait très très bête, hein, très très naïf à des territoires qu'on aime, des endroits qu'on a connus, qu'on a fréquentés. À certains égards, c'est aussi un voyage dans le temps, c'est-à-dire que là, je feuilletais voilà, le volume 6 et puis il y a une image avec la devanture ce qui doit être un centre commercial dans le Val d'Anjou avec une architecture voilà, pas du tout moderne. Et puis il y a une grande enseigne France Loisirs. Alors, ça m'a ramené très longtemps en arrière, à l'époque où j'allais à France Loisirs acheter des livres. Je remercie France Loisirs d'avoir permis que ma bibliothèque se remplisse dans les années 80 de livres sur l'art, parce que je pense que c'est avec Taschen un des points qui m'a permis d'accéder à des contenus culturels auxquels j'aurais pas eu accès sinon, quoi. Donc voilà, ça me ramène en arrière, c'est des devantures, c'est évidemment une mélancolie d'une France qui change, que j'ai vu changer, voilà, dont il reste des traces. C'est vrai que dans la RN, il y a des choses du présent, mais on sent aussi le poids d'un passé qui finalement traîne un peu enfin voilà, traîne à disparaître d'une certaine manière, qui est un peu poussé vers la sortie, mais dont on voit encore des traces dans les espaces urbains et ruraux. Donc je trouve que c'est assez propice à la mélancolie et voilà, c'est un des usages émotionnels que j'aime de cette archive visuelle. En traînant dans le Montpellier, je suis retombée sur la photo d'une enseigne pour une crêperie, donc j'ai pas pu m'empêcher de penser que ça vous avez beaucoup amusé de trouver une crêperie dans le sud de la France, alors que vous passez du temps en Bretagne, qui est le vrai endroit où on trouve des crêpes. Et puis, dans le dernier volume aussi, à Brain-sur-Authion, je crois, il y a cette pancarte pour une vente d'asperges illustrée par une magnifique fraise, et ça aussi, ça m'a... Donc, il y a plein de notes comme ça d'humour qui m'amusent. Et puis, bah voilà, il y a aussi la dimension politique du projet. Ça, je pense qu'elle est importante. On peut peut-être parfois passer à côté, mais je crois pas. En fait, je crois que cette idée de représenter des territoires qui sont pas beaucoup représentés, de les visibiliser, voilà, ça a un rôle politique extrêmement important aujourd'hui, d'autant plus, voilà, avec la montée de l'extrême droite. Et j'aime bien cette idée que vous faites de l'antitourisme, quoi, que voilà, vous faites le contraire du tourisme. Et le tourisme étant aussi un problème économique, écologique, politique. Enfin voilà, il y a quelque chose de très militant aussi à arpenter un territoire de cette manière-là. Donc je pense dans votre projet même, mais aussi dans les images que ça produit, il y a cette dimension à laquelle je suis hyper sensible. Il y a quelque chose qui me surprend aussi à chaque fois que je me replonge dans les livres, c'est il y a beau y avoir un cadre conceptuel assez strict dans votre approche, c'est-à-dire cette idée vraiment de parcourir de manière méthodique ce territoire en le découpant en zones que vous allez voilà l'une après l'autre visiter, alors cartographier non, mais en tout cas arpenter dont vous allez tirer un certain nombre d'images. Malgré ça, il y a quand même des moments où le cadre saute un peu, où il y a de la place il y a beaucoup de surprises en fait. Peut-être pour revenir à ce que je disais au début, oui, moi je m'intéresse beaucoup à l'anticipation, mais comme pas mal de gens dans l'art et puis dans le monde en général, j'ai aussi opéré ce tournant un peu vers un intérêt pour la question du vivant ces dernières années, qui maintenant est en fait au cœur de mes recherches, parce que je travaille plus du tout sur la science-fiction, mais je travaille sur les écosystèmes qui apparaissent quand les glaciers se mettent à fondre en ce moment, donc c'est quand même complètement autre chose. Je sais pas, cette question de la biodiversité, elle est centrale aujourd'hui, il faut préserver la biodiversité, et je trouve que dans votre approche, il y a quelque chose de ça à l'échelle du territoire ou du vernaculaire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éclectisme très fort dans les choses que vous représentez. Je me souviens du travail qu'Éric faisait seul il y a une vingtaine d'années, qui était très marqué en fait par une approche conceptuelle et sérielle. Et je trouve que ce cadre, il s'est un petit peu desserré et qu'aujourd'hui on trouve, bah voilà, il n'y a pas que de l'architecture, il y a aussi parfois des paysages ruraux, simplement de la végétation. Et puis il y a beaucoup de surprises. Alors là, c'est pareil, dans le dernier volume, le loup de Nogent le Rotrou, j'ai adoré. Le surgissement de ce loup. Bien, voilà, des moments où le cadre explose. Par exemple, il y a une photo d'une sorte de coucher de soleil magnifique. En fait, en même temps, c'est pas si magnifique que ça. Finalement, c'est une sorte de, je sais pas, c'est une petite route de campagne. Il y a il y a des gros buissons broussailleux, pas du tout bien entretenus sur la droite. Et puis, je sais pas, je vous imagine, vous êtes arrêté, vous êtes redire, ah, c'est fou, le ciel est très beau. Et si on prenait cette photo, quoi. Et ça rentre pas tout à fait dans le cadre, mais c'est super, quoi. Donc, voilà.
Alors déjà, en effet, je viens plutôt du monde de l'art contemporain et je souffre du même syndrome que pas mal de gens dans l'art contemporain, qui est de considérer que, en fait, de se questionner sur l'autonomie de l'histoire de la photographie en se demandant si ça pourrait pas être complètement réintégré à l'histoire de l'art en général. Donc, j'ai pas du tout de position sur ça, mais par défaut, disons, j'ai appliqué cette position de me dire que la photo faisait partie de l'art et puis que peut-être c'était pas la peine de l'approcher d'une manière plus spécifique que n'importe quel médium, comme la sculpture. Voilà. Et puis, je parlais de l'attachement au lieu, voilà, de revenir même par l'image dans des lieux qu'on aime. Et puis, c'est vrai que je crois que je me suis rendu compte aussi, j'ai eu tendance pendant très longtemps à traiter la photographie de manière transparente, c'est-à-dire de m'intéresser plus au sujet à la manière dont la photo est produite. C'est vrai que j'ai pas mal regardé les photos des Béchers, et puis plus tard, ben, des photographes allemands comme Gursky. Enfin, ça correspondait au paysage visuel dans lequel j'ai moi-même grandi, c'est-à-dire bon, j'ai pas grandi dans la zone industrielle de la Moselle, mais c'est quand même des paysages que j'ai beaucoup vus, que j'ai énormément traversés, puisque mes grands-parents vivaient au nord de la Moselle, donc on traversait toujours la vallée de la Fensch pour aller leur rendre visite. Donc à Gondange, Talange, enfin toute cette zone en fait au nord de Metz, qui aujourd'hui est quand même pas mal en déshérence, mais où il y a quand même encore beaucoup de vestiges de l'exploitation minière et de la sidérurgie. À un moment donné, je disais même que je venais de la Ruhr, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment j'ai cette impression d'avoir cet héritage culturel et paysager, en tout cas, assez profondément ancré en moi, quoi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense infiniment dans la photo, c'est des questions techniques, de diffusion, de stockage, de transformation. Et donc, c'est peut-être aussi avec le tournant numérique de la photo que j'ai pu davantage m'y plonger, en tout cas comprendre certaines choses. Donc, bah, c'est vrai que la question de la circulation de la photographie imprimée, une question qui m'intéresse. Donc, dans votre cas à vous, les allers-retours entre la manière dont on peut accéder à cette archive dans les livres et la manière dont on peut y accéder dans le site web, elle m'intéresse énormément. C'est-à-dire que je trouve par exemple très malin et super intéressant que vous ayez choisi d'organiser les livres autour de zones géographiques, mais aussi quand même à chaque fois avec deux ou trois catégories, non, je crois trois d'ailleurs, systématiquement trois, qui sont plus thématiques, à quatre qui sont thématiques. Voilà. Euh, Cet aller-retour, il permet quand même de circuler un peu différemment dans les livres. Et évidemment, ça reproduit pas la flexibilité d'un site web, mais en tout cas, ça permet quand même de faire des usages différents, je trouve, de l'archive et d'y circuler de manière différente. Alors déjà, je me dis qu'il pourrait y avoir un projet de recherche génial à faire sur la manière dont les gens font usage de cette archive pour l'instant, parce que je pense que les gens s'en servent de manière très différente, ça leur inspire. Je pense que ça leur donne des envies d'écriture. Ils s'y promènent quand ils sont chez eux et c'est une manière de s'évader. Je pense qu'il y a ces enjeux émotionnels, ces enjeux. Enfin, il y a plein d'enjeux en fait et plein d'usages très différents à mon avis qui se jouent en fait avec cette archive. Et puis c'est vrai que j'arrête pas de penser aussi que c'est une base de données visuelles qui pourrait être aspirée par une IA pour produire des fausses images de la France. Des images d'une espèce de France complètement artificielle. Et, ça nous ramène à cette question de l'anticipation, mais je pense que la constitution en cours de cette base de données, elle va aussi pouvoir servir en tant que telle, en fait, même sans ces tags, sans ces classements, enfin, pour peut-être ouais, générer de nouvelles images, quoi. Et voilà, ça, c'est aussi un truc qui m'intéresse énormément. Ma mère, elle était gestionnaire d'un collège, donc on vivait à l'intérieur du collège. Donc j'ai vécu que dans des collèges jusqu'à Enfin, j'ai vécu que dans des établissements scolaires, en fait, jusqu'à mes 20 ans. Parce que j'ai vécu d'abord au collège de Rémilly, puis au collège Rabelais à Metz. Puis j'ai été interne à la Canale, donc c'était un grand lycée, mais c'était encore un établissement scolaire. Et ensuite, quand je suis arrivée, quand j'ai intégré Normal Sup, je me suis encore retrouvée interne à l'intérieur de Normal Sup. Donc c'était vraiment infernal. C'était impossible d'échapper à l'architecture des établissements scolaires. Bah, je pense qu'en effet, je suis une sorte de représentante parfaite de l'éducation nationale, quoi, parce que je suis devenue prof. Enfin, je suis montée à la capitale, comme on disait avant, pour mes études, mais après, cette logique, elle s'est cassée, puisque quand j'ai intégré Normal Sup, c'était la première année où donc Fontenay était installé à Lyon, et donc c'était aussi la décentralisation. Mon parcours, il est au carrefour de ces deux logiques, quoi, cette centralisation extrême, et puis d'un coup, le contraire. Et ensuite,
une fois que je suis partie de Paris, ça n'a j'ai je n'ai cessé de vivre dans des villes de plus en plus petites en divisant à chaque déménagement par 2 le nombre d'habitants de la ville où je vivais, quoi. Jusqu'à me retrouver à Vétramontou, qui devait faire 7 000 habitants et voilà. Par contre, c'est vrai que en tout cas, je me suis pris en pleine face vraiment les différences de classe. Enfin, ça a été très violent l'arrivée à Paris. Enfin, en tout cas, l'arrivée en prépa, dans une grande prépa parisienne, pleine de fils et de filles de gens très favorisés, de l'élite culturelle, politique, financière du pays. Ouais, j'ai pas, enfin, je l'ai pas vécu de manière, disons, tragique, moi, mais c'était violent, quoi. Et ça m'a pris du temps, en tout cas, de. Enfin, c'est juste que ce moment où tu crois que les choses se passent et que tu es enfin sorti d'affaires, c'est là que tu te rends compte que les soucis, les problèmes commencent encore en quelque sorte. Ça n'a pas, disons, forcément opéré le brassage que j'attendais. Et puis, c'est un peu pareil pour le monde de l'art à la fin. C'est-à-dire que le monde de l'art, on finit par fréquenter des gens très riches, des gens très pauvres, des gens de la classe moyenne, et voilà, avec des situations sociales extrêmement différentes. Mais cet accès, disons, à d'autres classes sociales, je le trouvais hyper grisant à un moment donné. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il débouche pas sur grand-chose, c'est-à-dire que très occasionnel, en fait, qui débouche sur des vrais échanges entre des gens qui appartiennent pas du tout à la même classe sociale. Donc, je suis pas du tout désabusée, parce qu'il y a plein de gens super de la classe moyenne dans le monde de l'art, mais c'est une fausse promesse, en tout cas, je trouve.